BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, aux alentours de 16h35, notre club BFM Crypto. Cyril Sabag nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. Bienvenue, directeur de Melanion Capital, ETF Bitcoin concentré sur les sociétés cotées en bourse liées aux cryptos. C'est le premier ETF UCITS au monde sur cette thématique. Il nous accompagne aussi régulièrement chaque semaine Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Journaliste pour Cryptos. On se retrouve dans un instant. Vous nous direz que les choses sont peut-être en train de s'organiser aux États-Unis pour que les sociétés, les entreprises achètent davantage de Bitcoin. Vous nous expliquerez pourquoi. Et Vincent Gann nous accompagne aussi. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Analyste technique indépendant. Vincent, c'est impressionnant. On voit les marchés, actions, bien progresser quand même depuis plusieurs séances. On se dit qu'on enchaîne les signaux à la hausse là en ce moment sur les marchés. On verra si ça dure, mais les marchés montent. C'est pas le cas du Bitcoin. On est toujours sous les 20 000 $, Vincent. Alors c'est pas le cas, mais ça arrive. Effectivement, le cours du Bitcoin, il reste dans son range, il n'y a pas grand-chose qui a changé, même la volatilité est très basse. Mais justement, c'est le signal technique que j'ai identifié, je pense qu'un certain nombre d'analystes ont identifié. La volatilité du Bitcoin a brisé en fin de semaine dernière son support, celui du bear market, celui en place depuis un an. En clair, la volatilité du Bitcoin, elle est à quoi 2-3 encablures de son plus bas historique. C'est l'assurance, écoutez-moi bien, c'est l'assurance d'un fort mouvement du cours du Bitcoin à horizon maximum 2 semaines. Donc il va sortir de sa léthargie. Alors, j'anticipe votre question, dans quel sens ? Bon, écoutez, si le marché action tient bien, si les rates continuent de se replier, si le dollar américain qui commence à s'essouffler confirme ces mouvements-là, on peut espérer que ce soit dans le sens de la hausse. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ceux qui en ont assez tous les jours d'observer leur graphique, ou au moins une fois par semaine, leur graphique du marché crypto, depuis le début de l'été, en fait depuis juin dernier, sachez que cette période, elle est tout proche d'être révolue. Je lui donne maximum fin de semaine ou à la fin de la première semaine du mois de novembre pour un gros mouvement impulsif. L'alternative, c'est la forte hausse vers 25-28 000 $ ou le décrochage vers 10 ou 15 000 $. Mais en tout cas, voilà, cette volatilité anémique écrasée sur le cours du Bitcoin, elle est très bientôt terminée. Bon, alors évidemment, c'est votre point de vue. Ça ne constitue pas un conseil d'investissement pour ceux qui nous suivent. Et on rappelle que ceux qui souhaitent investir en crypto de l'argent ne doivent y placer que l'argent dont ils n'ont pas besoin. L'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est un actif. Ce sont des actifs toujours aussi spéculatifs et volatiles. Mais à vos yeux, Vincent, on va peut-être enfin vers un déblocage sur le Bitcoin qui, pour l'instant, reste scotché sous les 20 000. Même scénario sur les terres, d'après vous ? Oui, c'est la même chose sur l'environnement des altes. D'ailleurs, j'observe là le niveau de cours de l'ETH-USD. Il y a même un début de retour de la surperformance de l'ETH-USD. Donc, bon, je vous donne les niveaux. Si le BTC fait le choix du 25-28K $, c'est 2K $ sur ETH-USD. Le choix des 10-14, c'est un retour en direction des 1000 $. Alors, ma conviction, c'est que ce temps mort est terminé. Donc attendez-vous à un mouvement très impulsif de plusieurs milliers de dollars sur le cours de Bitcoin à horizon 2 semaines. Maintenant, quant au sens, eh bien écoutez, si les actions tiennent, si le dollar se replie, si les taux d'intérêt se replient, ce sera la hausse. Voilà ce que les auditeurs doivent retenir. Bon, avec de la distance et de la prudence, hein. C'est votre conviction personnelle, Vincent. Oui, tout à fait. Non, mais au moins vous vous mouillez, ça c'est sympa. Mais attention, hein, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, attention, tout ça, c'est un scénario, c'est le scénario de Vincent, ça ne veut pas dire que ça aura lieu. Et bien sûr, on va suivre avec beaucoup d'attention l'évolution des cryptos. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Gann avec nous aujourd'hui et sa force de conviction, analyste technique indépendant. C'est vrai qu'il est quand même frappant, Cyril, de constater que les marchés actions en ce moment montent. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. On voit même un Bitcoin finalement devenu moins volatile que la bourse. Absolument. Et c'est assez fou parce qu'on a toujours entendu que le Bitcoin était trop volatile, très corrélé au marché. Là, finalement, on a 2 choses complètement différentes. Une volatilité faible. Pour donner des chiffres, on a une volatilité sur le Bitcoin sur les 30 derniers jours de 22% contre 30% sur le S&P et le Nasdaq. C'est des situations qu'on n'avait jamais vues. Donc, je rejoins en tout cas d'un point de vue purement observateur. Après, je ne vais pas m'engager sur un sens, mais en tout cas, effectivement, on est sur des niveaux historiquement bas de volatilité du Bitcoin. Et ça ne pourra pas durer, là. Il y a une forme de compression qui, à un moment, va devoir se traduire par une évolution, une sortie de ce range dans lequel le Bitcoin végète depuis des mois. Je dirais que, par définition, lorsqu'on atteint un point bas, c'est que, on ne va pas y rester. Donc, la probabilité pour qu'on sorte du range, elle est de plus en plus forte. Et c'est uniquement statistique. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça s'est traduit par une décorrélation avec les marchés traditionnels. Et là aussi,
on entendait ces derniers mois nous dire oui, le Bitcoin est très corrélé au marché. Démonstration que ça n'est pas le cas. Donc voilà, moi je le vois aussi d'un point de vue allocation, puisque on dit souvent que c'est un actif de diversification. Ce qui se passe sur le dernier mois le prouve en tout cas. À suivre, on sera attentif évidemment, mais on a une faible volatilité du Bitcoin assez anormale et inhabituelle. Elle dure, et on verra si ça finit par se dénouer dans les prochaines semaines ou pas. Valentin, en tout cas, on voit que l'écosystème continue de se constituer. Aux États-Unis, une nouvelle règle comptable pourrait encourager les sociétés à acheter du Bitcoin. C'est ce qu'on pourrait déduire effectivement de cette nouvelle règle comptable qui est un petit peu complexe, mais qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et Cyril, tu me diras si effectivement ça prend cette direction-là. Ça vient déjà, cette directive de la FASB, qui est une association non gouvernementale à qui la SEC a confié des compétences pour établir les normes comptables pour le pays. Ça, c'est pour la compréhension de l'annonce qui a été faite la semaine dernière. Jusqu'à présent, en l'absence de règles comptables spécifiques aux crypto-monnaies, les entreprises qui en détenaient, et il y en a de plus en plus, on peut noter Tesla, on peut noter Block, on peut noter évidemment MicroStrategy qui en détient 130 000, donc ça commence à faire beaucoup. Et bien jusque-là, ces entreprises catégorisaient en tant qu'actifs intemporels à durée de vie indéterminée les crypto-monnaies. Ça posait deux problèmes, et le premier problème et le plus important pour ces entreprises, c'était que la valeur dans leur bilan ne pouvait être réajustée que si le prix passait sous le seuil d'acquisition et qu'une fois par an. Et l'inverse était impossible. Donc cela donnait lieu évidemment à des inexactitudes parce que le prix du Bitcoin est volatile, même si un petit peu moins ces temps-ci, il bouge quand même pas mal et le faire qu'une fois par an, c'était complexe. Désormais, le Bitcoin peut être catégorisé comme un actif à part entière qui peut être réajusté à sa juste valeur en permanence et donc être plus proche de la réalité des bilans des entreprises qui en détiennent et du marché des cryptos. Et d'après plusieurs experts, ces nouvelles règles comptables pourraient inciter de fait des entreprises à posséder davantage de Bitcoin parce que c'est fiscalement plus intéressant d'être plus proche du marché à la hausse comme à la baisse et pas que à la cession comme c'était le cas jusqu'à présent pour déclarer des plus ou moins values. Alors est-ce que vous pensez que cette nouvelle règle comptable va convaincre un certain nombre d'entreprises qui jusqu'ici n'avaient pas investi en Bitcoin de le faire pour des raisons comptables et fiscales ? En tout cas, on a peut-être un catalyste de cette fameuse sortie du range, parce que justement, si on a une incitation de ce type-là, ça peut être intéressant. Écoutez, pour moi, ça va dans le bon sens. Ça va aussi dans le sens d'une considération du Bitcoin comme un actif à part entière. Et là, on était sur un caractère un peu intemporel avant, avec aujourd'hui une considération qui est un petit peu plus classique comme un actif traditionnel. Je pense qu'effectivement, il y a une incitation fiscale forte. C'est très bon pour l'écosystème, c'est très bon pour l'adoption de plus en plus forte des cryptos de manière générale et du Bitcoin en particulier. Donc voilà, c'est positif, c'est très bien. Je pense que quelques-unes des sociétés que tu as nommées, Valentin, en particulier MicroStrategy, surtout Tesla, peut-être ont été un peu dans ce groupe de pression pour faire en sorte que cette règle passe ou en tout cas puisse être transformée. Et oui, c'est positif globalement. Et peut-être qu'on a, comme je l'ai dit, la solution de sortie de range. On verra, oui. C'est intéressant parce que vous avez lancé ce premier ETF UCITS consacré au Bitcoin. Supposé cet ETF suivre à peu près les cours du Bitcoin à travers les actions cotées en bourse. Vous l'avez lancé il y a 1 an. Donc, premier anniversaire, joyeux anniversaire. Tout à fait. Et c'est intéressant. Beaucoup. Retour d'expérience, justement. On voit là que l'écosystème tente à se développer, que même les règles comptables aux États-Unis pourraient finir par un peu plus favoriser l'adoption du Bitcoin. Cet ETF que vous proposez aux investisseurs à 1 an, est-ce que vous avez vu le paysage se transformer sous vos yeux et même l'accueil de cet ETF évoluer auprès des investisseurs ? Complètement. On a été précurseurs, on a un peu cassé les codes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution des mentalités depuis le lancement de cet ETF il y a 1 an. Ce qu'on observe, en particulier, alors je vais nommer 2 typologies un peu d'acteurs. Les professionnels de la gestion de patrimoine, on sent un appétit et un intérêt de plus en plus fort pour cette thématique. On nous a remerciés, on nous a dit voilà, vous nous donnez une solution clé en main qui permet d'investir pour nos clients au sein de l'assurance vie ou du compte titre sans aller sur des plateformes non régulées. Donc les gens viennent de plus en plus vers nous
Et à côté de ça, on a les assureurs. Parce que finalement, un conseiller en gestion de patrimoine, lorsqu'il veut placer l'argent de son client, il le met en assurance vie. On a aussi les assureurs qui, il y a quelques mois, nous tournaient le dos, disaient non, c'est pas le moment, qui aujourd'hui tapent à notre porte. Ah bon, et nous, ce sont eux qui viennent. Et enclenchent le processus de référencement de notre ETF. Donc c'est très intéressant. Et c'est finalement en ligne avec cette institutionnalisation qu'on observe de plus en plus. Quel intérêt pour un assureur de venir référencer un ETF Bitcoin ? Répondre à la demande de ses clients, direct, c'est-à-dire les conseillers en gestion de patrimoine, ou alors indirect, le client final, mais en tout cas l'avoir dans son offre. On n'est pas en train de dire qu'il va pousser cette solution, mais en tout cas, il va faire en sorte que ce soit présent dans son catalogue. Oui, c'est du commerce, c'est commercial. Il y a une demande, il faut pouvoir apporter des solutions y répondant. Tout à fait. C'est l'idée. Alors cet ETF donc qui peu à peu fraye son chemin, est-ce qu'il suit vraiment le Bitcoin après un an d'expérience ? On s'était vu la dernière fois le 30 août d'ailleurs. Est-ce que l'ETF que vous proposez, Mélanion, donc Capital, est-ce que cet ETF continue de suivre à la trace le cours du Bitcoin ? Alors, ce qui est intéressant, on a toujours une très très forte corrélation. Si on se met sur les 6 derniers mois, on a une performance complètement identique. Donc c'est assez intéressant de le marquer. Alors après, avec des surperformances, sous-performances, on l'avait vu, on en avait parlé lors de mon dernier passage. Pendant les 2 mois d'été, on avait surperformé de 40% le Bitcoin. Là, depuis ce moment-là, on a sous-performé de 10%. Donc on voit qu'il y a des allers-retours. Donc c'est pas une ligne droite, mais voilà, on a une allocation sur l'écosystème crypto avec une corrélation très forte avec le Bitcoin. Mais je le rappelle, les corrélations passées ne préjugent pas des corrélations futures. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet ETF, de nombreuses entreprises, 30 entreprises à peu près, oui, liées à l'écosystème crypto, et certaines d'entre elles, depuis votre dernier passage, cartonnent. On peut penser à 2 d'entre elles. On évoquait il y a un instant ce titre MicroStrategy. Il fait partie, ce titre MicroStrategy, de ceux qui cartonnent en ce moment. Et il y en a un autre que vous allez nous faire découvrir, qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est Canaan, présent aussi dans votre ETF. Absolument. MicroStrategy, c'est une société qui fait pas mal parler d'elle dans le milieu du Bitcoin. Déjà, de par son PDG, Michael Saylor, qui est un bitcoiner convaincu, parce que la société, finalement, son business model, elle est spécialisée dans la business intelligence. Donc c'est quoi ? C'est de l'analyse, c'est du big data, c'est essayer d'analyser toutes les données présentes dans la société pour ensuite aider, faire des outils d'aide à la décision pour les managers de la société et pour leur permettre de piloter leur business. Mais derrière, ce qui est très intéressant avec MicroStrategy, c'est que c'est la société qui détient le plus de Bitcoin au monde, 130 000 Bitcoins, donc près de 2,5 milliards de dollars. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et parmi les typologies de sociétés qui sont présentes dans notre ETF, il y a les sociétés qui ont des crypto-monnaies dans leur bilan et MicroStrategy en fait partie. Cette société, oui, sur un mois, elle a pris plus de 20%. Ah. Et il y en a à peu près 10% dans notre ETF. Elle avait dû bien baisser avant, on imagine, avec le Bitcoin. Oui, mais là, pour le coup, à plus 21%, elle est vraiment... elle a bien surperformé la plupart des sociétés de cet écosystème. Plus 21% sur un mois. Et Canaan, dont on va parler aussi, plus 5,5%. Oui, plus 5,5%. Alors on en a 7,5% dans notre portefeuille. Cette société, c'est une société, on va dire, de services blockchain. Elle fournit des solutions de supercalculateurs. Elle produit en fait des cartes graphiques qui permettent de faire du minage. Et elle est l'inventeur des fameuses machines ASIC, qui sont des machines de minage. Elle a inventé ça en 2013. Elle est très axée sur la recherche et le développement avec des partenariats stratégiques universitaires. Voilà, c'est un peu, si je dois donner une image, c'est un peu la société qui fournit les pelles. Vous savez, on parle souvent de ça pour l'or. Oui. Voilà, on a les fournisseurs de pelles et puis les producteurs. Et les fournisseurs de pelles avaient fait fortune pendant la ruée vers l'or. Voilà. Canaan, c'est le fournisseur de pelles pour l'industrie crypto. Exactement. C'est l'idée. Et ce titre donc a récupéré 5,5%. Sur le mois passé. Ouais. Après une performance plus négative avant ou pas ? Oui. Il faut toujours mettre en perspective quand même pour nos auditeurs. Oui, tout à fait. De manière générale, les sociétés de l'écosystème crypto, on le sait, comme les cryptos de manière générale, ont souffert cette année. Donc après, on peut avoir des mouvements un peu plus importants ces derniers temps, mais effectivement, il faut toujours le remettre en perspective. Vous prévoyez créer un ETF consacré aux NFT, suivant le marché des NFT, ou c'est pas encore prévu chez Mélanion ?
Non, mais on s'intéresse à ce sujet. Il est gentil avec vous, Valentin, parce qu'on va parler des NFT tout de suite. En effet, les NFT se développent aussi, même si les volumes de transactions ont beaucoup baissé avec la chute des cryptos depuis le début de l'année. On voit quand même là aussi des développements. Apple, par exemple, Valentin, autorise les NFT sur l'App Store, mais quand même limite l'usage de certains d'entre eux. Ouais. Alors justement, je suis pas particulièrement fervent des NFT, Guillaume. J'en ai peut-être même pas. Enfin, malgré moi, on le verra justement dans la deuxième news. Pourquoi certains détiennent des NFT sans même le savoir in fine. Sur cette information, effectivement, il y en a deux informations. La première, c'est que Apple autorise les NFT sur les applications de son App Store, alors qu'ils sont quand même très réticents à l'ajout de ce genre de fonctionnalité en théorie. Ils l'autorisent, ils prennent quand même 30% sur les achats in-app, c'est la politique de l'App Store, ça ne bouge pas. Mais là où c'est plus intéressant, c'est qu'effectivement, ils vont distinguer deux types de NFT qu'on a du mal nous-mêmes dans l'industrie à distinguer, qui sont les NFT de l'art, les NFT du monde de l'art, donc les Bored Ape et ce genre de choses, et puis les NFT, on en discutait ensemble, Cyril, avant d'aller sur le plateau, les NFT utilitaires. Et sur ce point, justement, Apple fait très clairement le distinguo. Sur les NFT d'art, où on peut s'amuser à regarder la collection de ses amis, eh bien, c'est pas un problème. Par contre, il ne faut pas que ces NFT débloquent des fonctionnalités dans l'application. Ça, c'est interdit par le dernier point qu'a fait Apple ces derniers jours. Interdiction donc de débloquer des fonctionnalités à travers l'application. Et également, ils ne doivent pas renvoyer l'utilisateur sur des liens externes, comme OpenSea par exemple, qui est l'une des plus grosses plateformes d'achat et de vente de NFT, là aussi pour ne pas outrepasser la prise des 30% de l'App Store. Donc pas de lien externe et pas de fonctionnalité. Voilà, il y a toujours une barrière douanière quand même sur l'App Store. Et Apple a anticipé les choses, et donc Apple autorise les NFT sur son App Store, mais en limite l'usage de certains d'entre eux. Et vous le disiez, vous-même possédez des NFT sans le vouloir, sans le savoir. Expliquez-nous de quoi ce que vous voulez dire. Il y a plusieurs. Là, effectivement, la news dont on va traiter, c'est celle de Reddit, qui est un réseau social très connu aux États-Unis, mais il y a de nombreuses applications qui en fait délivrent des NFT pour immortaliser un moment, pour immortaliser ou pour acheter un billet de concert ou ce genre de choses. Et en fait, on ne sait pas qu'on détient un NFT. Et en fait, c'est la technologie NFT qui est sous-jacente et auquel cas, elle est infalsifiable et elle repose sur une blockchain. Mais c'est pas obligé de le savoir s'il y a des astuces commerciales pour arriver justement à drainer des utilisateurs sans la difficulté de les faire venir dans le Web3 avec un wallet. C'est ce qu'a fait Reddit justement. Justement, Reddit, en effet, certains utilisateurs n'étaient pas au courant qu'ils possédaient des NFT, ne sont peut-être toujours pas au courant qu'ils possèdent des NFT, mais la technologie, en effet, permet de les tromper, c'est un grand mot, mais de les aider à ne pas s'en rendre compte. Ça passe crème. Voilà, c'est un... De les onboarder. J'allais dire, c'est un suppositoire. Pas du tout. Reddit affirme avoir embarqué 3 millions d'utilisateurs novices dans les NFT. 3 millions, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, et c'est même un tour de force, pour le coup, de Reddit, qu'est cette histoire que je vais vous conter, Guillaume, parce que vous aimez bien les histoires. Oui. Et justement, c'est celle de Reddit aujourd'hui. Les histoires vraies. Les histoires vraies. Elle est vraie, celle-ci. Reddit, c'est un site communautaire de discussion qui est très utilisé. Vous venez de citer un chiffre, 3 millions d'utilisateurs qui ont été amenés dans le monde des NFT et du Web3 grâce à Reddit. Reddit, c'est 50 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Donc c'est vraiment un site extrêmement important. On peut y voir tout un tas d'histoires que déposent les gens sur leur vie de tous les jours ou des threads un petit peu repris sur Internet ensuite. Ça se passe chez Reddit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont justement proposé aux utilisateurs de collecter sous la forme de NFT leurs photos de profil ou des photos de profil déposées et créées en partenariat avec tout un tas de créateurs d'art. À partir de là, il y a eu 3 millions de personnes qui ont créé un wallet à travers l'application Reddit et 2,5 millions de personnes qui ont collecté ces NFT sous forme donc de leur image de profil ou d'art en collaboration avec Reddit. 3 millions de wallets créés, c'est vraiment des wallets Web3, c'est-à-dire vous avez vos 12 ou 24 mots là, comme quand vous achetez une Ledger ou vous créez un MetaMask. C'est exactement la même chose, donc c'est des vrais wallets. Là où du coup c'est plus amusant et comment ils ont réussi ce tour de force, c'est que ce Reddit Vault leur permettait de collecter contre une somme ridicule pour la plupart leur avatar et Reddit payait les frais de transaction. Donc en fait, ils n'ont pas eu à rentrer en relation avec la blockchain Polygon parce que c'est là où se situent le plus importantes des collections. Ils n'ont pas eu besoin d'acheter des cryptos. Tout ça, ça s'est passé pour la plupart avec une carte bancaire ou en collectant simplement leur avatar. Ils se retrouvent donc avec 3 millions de wallets
il possède le wallet, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que c'est bien un wallet de Reddit. Il possède dessus 3 millions de personnes qui ont créé leur portefeuille numérique, dont 2,5 détiennent ces avatars. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant de ça ? Si on va regarder un peu dans les détails, qui a ensuite compris que c'était vraiment des utilisateurs du Web3, eh bien, ça ne serait qu'environ 30 000 adresses. 30 000 adresses qui ont ensuite échangé le NFT ou fait d'autres choses dans le Web3. 30 000 sur 3 millions. Le reste étant effectivement des personnes qui sont passivement détenteurs de wallets du Web3. Il faut voir comment Reddit veut les amener vraiment dans ce monde-là. Et c'est un objectif qui se fixe, puisque l'un des hauts responsables de Reddit est plutôt fan de ce monde-là, et il se fait le pari de les amener progressivement dans cet univers. Oui, c'est par l'accoutumance, on ne s'en rend pas compte au début, et puis ensuite on leur dit « Regardez, en fait c'était un NFT, et du coup on a envie d'acheter des NFT vu qu'on y était déjà dans cet univers sans même se rendre compte ». C'est ça l'idée. Il faut bien comprendre effectivement que c'est la technologie acclimater les gens. NFT, c'est une technologie qui sont effectivement là mis en exergue. C'est pas question d'acclimater ou d'essayer de montrer aux gens qu'on peut acheter sans le savoir ou de détourner ces utilisateurs, mais de les amener, bien souvent ça coûte rien, dans la détention de leur information, dans la détention de leur mot de passe, sans passer à chaque fois par des GAFAM ou autres structures étrangères. Et pourquoi pas créer un NFT de votre ETF, Cyril ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ou de BFM Business. Exactement, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et vous avez cité ces nombreuses entreprises qui composent l'ETF. Bientôt EDF dans votre ETF Bitcoin ou pas ? Parce qu'EDF, on a découvert qu'EDF était présent dans l'univers crypto. Oui, via sa filiale Exaion, et qu'elle possède 150 nœuds à peu près sur la chaîne Ethereum. Donc oui, pourquoi pas ? Et on a d'autres sociétés comme Google encore qui n'ont rien à voir de base dans la partie blockchain et qui aussi investit énormément. Donc oui, pas impossible que notre univers s'élargisse encore. Alors, le jour où on trouvera EDF dans un ETF Bitcoin, c'est que vraiment on l'aura basculé. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, le club BFM Crypto. Cyril Sabag, directeur de Melanion Capital, Valentin Demey, sa pédagogie, journaliste pour Cryptost. Vincent Gann nous accompagnait également, analyste technique indépendant. Dans un instant, la séance en direct, très très belle séance. Le CAC gagne plus d'1%. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.